Merci beaucoup Bruno Jacqui. Alors justement, pour rebondir sur ce débat, je vais prendre quelques questions. Question d'un de nos collègues. Est-ce qu'on peut repréciser peut-être Céline exactement ce que c'est que la monnaie numérique, que l'euro numérique? Et en particulier, est-ce que lorsque la Banque centrale européenne crée de l'euro numérique, est-ce qu'elle reste dans un processus où elle choisit le rythme d'émission de l'euro numérique, ou est-ce qu'on est sur un processus comparable de minage et de blockchain type Bitcoin ou autre crypto-monnaie? Et quel est l'apport finalement, si c'est un outil qui reste discrétionnaire, de l'euro numérique par rapport à l'euro non numérique? Alors en fait, alors encore une fois, pour l'instant en Europe, cette monnaie numérique de banque centrale n'a pas cours, hein. Enfin, je me permets juste de le repréciser. Donc autant la Chine a franchi le pas, autant nous on est encore au stade de la réflexion. Donc en fait, il y a la monnaie numérique de banque centrale, elle doit normalement revêtir donc deux formes. C'est une monnaie centrale qui est dite de gros, donc qui est utilisée pour les transactions financières entre la banque centrale et les banques commerciales ou d'autres institutions financières. Et donc, vous avez une monnaie centrale qui est dite de détail et qui offrirait au grand public une alternative. Donc, une monnaie numérique publique qui est émise et garantie par l'État. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment pour la Banque centrale comment dire, de réaliser que la monnaie traditionnelle, disons qu'on est dans un monde où le numérique se développe, mais en fait, la logique qui préside à cette monnaie numérique de banque centrale, elle est quand même assez comparable à la logique monétaire qui existe jusqu'à présent, avec un émetteur qui est la Banque centrale, avec des décisions de politique qui sont des décisions de la Banque centrale. Donc, c'est vraiment le fait de se positionner dans un monde numérique, mais la philosophie quand même monétaire reste la même. Et donc, on n'est pas sur une perspective comparable à celle du Bitcoin, par exemple. Donc, ça reste Donc les ça canaux reste sous traditionnels qu'on l'autorité de la connaît. Banque centrale en termes de rythme Oui, oui, d'émission. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et du Mais coup, oui. Et pour moi, oui, ce qui est important aussi là-dedans, c'est que en fait, la blockchain sur lesquelles sont adossées les crypto-monnaies permet de générer de la confiance entre des parties, entre des individus, c'est-à-dire qui ne se connaissent pas forcément ou qui n'auraient pas intérêt à se faire confiance. Et le fait de sécuriser, de crypter la transaction permet d'amener de la confiance entre deux parties. Et c'est pour ça que les crypto-monnaies privées ont réussi à fonctionner parce qu'elles arrivaient à garantir cette confiance. En revanche, une banque centrale n'a pas besoin d'amener cette confiance. Elle est déjà crédible, elle a déjà la confiance. Et c'est pour ça qu'une grande partie des monnaies de banque centrale qui sont développées à l'heure actuelle sont des monnaies digitales, mais pas forcément basées sur la blockchain. Et la finalité est la même, l'utilité est tout aussi bonne. Mais c'est vrai que les banques centrales ont un avantage par rapport à ça, c'est qu'elles n'ont pas besoin de s'adosser à la blockchain pour créer leur monnaie digitale de banque centrale. Oui, avec cette idée d'infalsifiabilité justement de la blockchain. Alors même si certains remettent quand même cette infalsifiabilité en question en disant que bon, malgré tout, ça pose d'autres risques en termes de cybercriminalité, mais effectivement, il y a cette idée de baser les choses sur cette blockchain qui serait en fait impossible à falsifier, enfin soi-disant. Et pardon, et donc Clément, je crois que tu voulais rebondir. oui, alors juste parce que effectivement, vous disiez Céline que tout à l'heure, enfin, en tout cas c'était une étape qui n'avait pas encore été franchie concernant la zone euro. Et la Chine, question également d'une participante, la Chine qui avait annoncé sa monnaie numérique, son renminbi numérique en février 2022. Est-ce que c'est un projet qui a désormais vraiment abouti? Est-ce qu'il y a actuellement du renminbi numérique? Oui, oui, tout à fait, hein. Le renminbi numérique fonctionne déjà depuis à peu près un an. Au départ, il a été une sorte de lot dans une grande loterie dans je ne sais plus quelle province en Chine, donnant droit à des sortes de bons d'achat dans cette monnaie digitale chez certains commerçants, etc. Depuis, c'est généralisé dans certains cantons. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir payer dans l'ensemble du pays très prochainement. Donc, c'est quelque chose qui est live, qui est en Et, route. et d'ailleurs, juste peut-être pour rebondir sur ça, mais juste faire un parallèle avec quelque chose de plus général, par rapport à ce qu'évoquait Bruno sur le fait d'avoir un peu cette accessibilité accrue de milliards d'individus grâce aux monnaies numériques, justement l'accès à cette monnaie numérique
de personnes qui pouvaient être potentiellement éloignées de ce marché monétaire. C'est vrai que c'est toujours un petit peu cette idée de saut technologique qui est permis par le numérique et qui en fait permet effectivement à des gens qui étaient éloignés de rattraper leur retard. Donc moi qui travaille aussi sur les questions d'innovation et de rattrapage, c'est vrai que c'est aussi une question importante et intéressante parce que ça peut permettre potentiellement à des gens de ne pas avoir effectué toutes les étapes justement de développement et d'aller directement vers le numérique. Et c'est ce qu'on a vu par exemple avec même l'importance du smartphone et autres. Donc c'est en ce sens, oui, ça a aussi ce type de conséquences. Et d'ailleurs, même si la Chine Oui. pardon Clément, même si la Chine est en avance sur cette monnaie digitale, elle a les mêmes problématiques que les États-Unis ou l'Europe. C'est-à-dire qu'elle veut centraliser ça. Elle n'a pas laissé n'importe quelle entreprise privée en Chine développer ça. Et la plupart des crypto-monnaies sont mal vues en Chine, voire interdites dans certains cas. Justement, là, elle essaie de prendre tout le monde de court en créant sa monnaie digitale pour garder le monopole de la création monétaire et justement le lien avec les banques commerciales dont on n'a pas parlé, mais qui est un sujet aussi important dans cette création de monnaie de banque centrale. Donc la Chine essaie aussi de centraliser ça et de ne pas laisser ça sur la partie commerciale et privée. Oui, et puis rappelons quand même, parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être moins évoqué, mais encore une fois, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que la Chine est un pays très libéral. Enfin, il faut quand même rappeler le rôle de l'État central, c'est ce que tu disais sur la Banque centrale. Donc, ça reste quand même la convertibilité est limitée. Donc, je veux dire, ça reste quand même une mainmise de l'État sur tout ce qui se passe en matière économique. Donc, la monnaie numérique de Banque centrale ne fait pas exception. Alors, juste peut-être pour rebondir sur justement un thème très très proche, une collègue qui nous demande comment expliquer que Meta est annoncé hier, alors ce que j'ignorais, ou avant-hier, renoncer complètement à son projet de stablecoin, le Diem. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons, une fois de plus, c'est le même débat que sur tous ceux qui se sont déjà lancés par le passé sur des coins privés, c'est qu'ils ont le risque à un moment ou à un autre d'avoir un refus clair, net et précis des États, d'une manière ou d'une autre, sur le développement de cette monnaie digitale privée. Il faut bien voir que tous les projets qui ont été faits jusqu'à maintenant étaient très coopératifs avec les États, mais à la fin, l'État n'est pas dupe et se rend bien compte que le but, c'est d'arriver à proposer des échanges du commerce uniquement dans cette monnaie-là, et donc du coup derrière aussi de proposer des prêts, de proposer des assurances, etc. Et donc vraiment se substituer à tout un pan de l'économie, c'est-à-dire aux banques commerciales, aux assureurs, etc. Et l'État n'a pas intérêt à ce que quelques grands groupes privés aient la main sur on va dire, une part aussi importante de l'économie, comme après la crise des subprimes, on a aussi évité que les banques deviennent trop grandes et qu'on soit obligé de les sauver pour éviter la faillite, sans quoi le système allait s'écrouler. Et la Chine va exactement là-dedans, et probablement que Meta a eu aussi des discussions qui n'allaient pas dans son sens avec une partie de la classe politique américaine là-dessus. Oui, et je dirais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bruno. Et donc, il y avait vraiment une inquiétude de concurrence des prérogatives justement des banques centrales, de battre monnaie. Et puis, il y avait une inquiétude sur la stabilité du système financier. Donc, ça, on l'a dit aussi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, parce que ça pose quand même tous ces problèmes de sécurité. Et la question de la protection des données personnelles, parce que je rappelle quand même que c'est une problématique qui a émergé. Et là encore, ça fait partie aussi en tout cas des objections qui ont été soulevées. Et puis je sais que ils ont été aussi lâchés par un certain nombre donc du coup de partenaires. Donc c'est ça. Donc du coup le projet effectivement n'a pas vu. Mais très clairement, au final, on revient sur le débat de tout à l'heure, c'est-à-dire que globalement, on a intérêt à aller vers une monnaie digitale, qu'elle soit basée sur la blockchain ou pas, mais pour justement augmenter l'efficience des transactions et gagner sur ce côté-là. Mais effectivement, il faut aussi préserver les banques commerciales. Et voilà, il y a de grandes chances que ça se fasse adossé à des États. Si ça ne se fait pas comme ça voudra dire qu'on aura eu une crise importante sur la confiance dont j'évoquais tout à l'heure des monnaies des États. Et là, dans ce cas-là, ça sera un petit peu, là, on sera vraiment dans la guerre des devises, c'est-à-dire que
chacun voudra thésauriser les monnaies qu'il estime stables, voire qui peuvent s'apprécier, et va essayer de se débarrasser des monnaies pourries, excusez-moi le terme, qui est un peu la loi de Gresham, c'est-à-dire La mauvaise la monnaie mauvaise chasse monnaie la chasse la bonne. bonne. Qui expliquait ça quand il y avait plusieurs monnaies en circulation, où les agents économiques épargnent les bonnes monnaies et se débarrassent de la mauvaise en achetant des biens et des services. Et pour moi, on ira vers une monnaie numérique, crypto, etc., privée, que si les États ont échoué dans leur rôle de confiance vis-à-vis de leur propre monnaie. Oui, Alors peut-être justement. Ah, pardon. Non, c'était juste rajouter juste une chose, c'est que, alors c'est vrai qu'il y a la question de la défiance vis-à-vis des États ou des banques centrales, mais il faut quand même qu'il y ait aussi une confiance du coup, et ce qui me paraît du coup très difficile à avoir dans les acteurs privés. Et je reprends l'exemple du Bitcoin, par exemple, une monnaie dont on ne sait même pas qui est son créateur, donc qui est son créateur, comment, enfin par qui elle a été créée et comment finalement qui a la main dessus. Donc c'est quand même compliqué. On voit que ce n'est pas évident de faire naître de la confiance de la part d'un acteur privé. Et je pense que quand même un État aussi défaillant soit-il, pour l'instant, est largement plus en mesure d'inspirer la confiance. Alors en tout cas, on va dire les grands États démocratiques avec des institutions démocratiques sont quand même pour moi en mesure d'inspirer la confiance, effectivement, qu'un acteur privé dont on ne connaît pas forcément très bien les tenants et aboutissants. Alors, peut-être pour déplacer un petit peu le débat et revenir à ce qu'on disait au début, on a plusieurs questions qui portent notamment sur l'indépendance de la Banque centrale, sur ce que la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine risque de faire dans les prochains mois, en lien avec éventuellement la dépréciation de l'euro ou du dollar. Qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit Céline Antonin ou Bruno Jacquier? Est-ce que l'indépendance de la Banque centrale, notamment la Banque centrale européenne, est dans ses décisions adaptée, on va dire, au niveau actuel de l'inflation en Europe? Pareil, même question pour les États-Unis. Et plus généralement, est-ce que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas entre les banques centrales des divergences de politique monétaire qui risquent d'accroître le risque de guerre des monnaies dans les mois ou les années à venir? Alors, c'est vrai que sur ce sujet-là, moi, je suis assez en dehors du consensus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'inflation est élevée à l'heure actuelle et elle mériterait une hausse des taux directeurs pour la juguler. Il y a deux choses qui me gênent un petit peu là-dedans, c'est qu'une grande partie de cette inflation n'est pas liée à une surchauffe de l'économie, comme ça peut être le cas habituellement. C'est lié à un choc d'offres principalement et à des goulets d'étranglement sur certaines productions. Donc, c'est désagréable, mais c'est temporaire. Et imaginons même que la Fed remonte d'un coup ses taux très forts et la BCE fasse pareil. On ne va pas d'un coup faire apparaître des semi-conducteurs et des puits de pétrole pour faire baisser les prix de ces matériaux-là. Donc, à mon sens, lutter contre l'inflation aujourd'hui en augmentant les taux directeurs, je trouve que c'est, sans parler d'erreur de politique monétaire, en tout cas, ce n'est pas certain que ça fonctionne. Et pour moi, le risque, il est plutôt sur le fait que, pour revenir sur l'indépendance des banques centrales, comme je disais tout à l'heure, qu'elle n'est plus vraiment le choix. C'est-à-dire que les niveaux de dette sont tels aujourd'hui que la demande pour ces papiers obligataires d'État n'est pas suffisante sur le marché et que les banques centrales sont obligées de continuer à acheter des papiers. Donc, on verra, la Fed. Vas-y, Céline. Non, je t'en prie, c'était juste pour rebondir sur ça, parce que je suis d'accord avec toi que la dette en circulation a largement augmenté, notamment dans la zone euro, mais il faut quand même rappeler aussi, je pense qu'il y a un besoin aussi de sécurité, il y a un besoin de la part des différents acteurs qui sont aussi très demandeurs de dette publique, parce que ça reste un actif sûr, et avec les évolutions prudentielles, réglementaires qu'on a connues, on a aussi ce besoin de sécurité qui s'exprimait, donc c'est quand même un actif très recherché, c'est aussi... Enfin voilà, donc c'est juste pour dire que la dette, elle est quand même très utile dans les bilans des banques, par exemple. Donc, ouais. C'est vrai que c'est un point important. Si on a suffisamment d'acheteurs privés, donc c'est-à-dire privés, ce n'est pas que les individus, c'est aussi les grandes banques, les institutions, les fonds de pension, etc. Dans ce cas-là, effectivement, qu'il y a une demande naturelle pour toute cette masse d'obligations d'État, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas et que les banques centrales doivent continuer à imprimer de la monnaie pour éviter que les taux montent, parce que le déséquilibre entre l'offre et la demande de papier obligataire est tel qu'il faut attirer les investisseurs en augmentant les taux. Et donc, dans ce cas-là, on emmène l'économie en récession. Dans ce cas-là, les banques centrales vont continuer à imprimer. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que plaide la théorie monétaire moderne, en disant que voilà, l'État a un statut spécial, un droit de seigneuriage et que du coup, il peut monétiser la dette.
Ça s'appelle moderne. En fait, ça n'a rien de moderne, hein. Pour le coup, c'était ce qu'on faisait dans les siècles précédents, avant l'indépendance des banques centrales. Donc moi, j'ai un petit doute là-dessus. Et effectivement, le discours que mènent aujourd'hui les banquiers centraux, notamment américains, en disant on va augmenter les taux directeurs, on va réduire le bilan, j'ai peur que ça ne soit pas réellement implémentable et que dans le courant de l'année, voire l'année prochaine, ils reviennent en arrière en disant bah, en fait, non, l'économie n'est pas capable de supporter ça et on laisse les taux à ce niveau-là et on maintient notre bilan aussi à un niveau très élevé. On ne l'accroît pas, mais en tout cas, on ne le réduit pas. Oui, je pense qu'on paye aussi un écueil qui est qu'on est entré dans cette crise de la Covid, en fait, après 10 ans de politique très accommodante, et que c'est vrai qu'il n'y a pas eu la normalisation quelque part qui aurait dû sans doute se produire. Et moi, je suis d'accord sur ton constat. C'est vrai que on est de toute façon dans une période vraiment de reprise de l'économie. On a en fait arrêté l'économie. Enfin, à travers les confinements, on a vraiment arrêté l'économie. Aujourd'hui, comme tu disais, il y a des goulets d'étranglement, donc il y a un problème au niveau de l'offre, et il y a une demande qui repart aussi très fort, donc il y a un effet sans doute de ciseaux entre une demande qui repart fort et une offre qui n'arrive pas à suivre. Et donc c'est vrai que je pense qu'il faut être prudent avant de prendre des décisions de politique monétaire. Mais ta question, Clément, c'était aussi de demander si, comment ça se passait en termes de mandat des banques centrales. Moi, je crois qu'au contraire, le mandat des banques centrales, il est finalement il est adapté à condition que les banques centrales regardent véritablement l'inflation sous-jacente, par exemple, parce que c'est quand même aussi ça l'indicateur. Par exemple, sur les prix de l'énergie, on voit que c'est vraiment une question d'offre et de demande, mais on voit, quand on regarde les fondamentaux de l'économie, on voit que l'inflation, finalement, elle est quand même limitée par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et je pense que les mandats, qui est pour la BCE vraiment de regarder purement l'inflation, c'est déjà un peu différent pour la Fed, puisqu'ils ont aussi cet objectif d'emploi. Mais bon, je crois que si on regarde vraiment les fondamentaux et qu'on les regarde dans une perspective de moyen-long terme, ce qui est quand même normalement, on regarde les anticipations quand même à 5 ans, etc., on doit prendre des décisions qui sont quand même mesurées et graduelles, et pas effectivement du jour au lendemain remonter les taux parce qu'on connaît une sortie de crise. Donc voilà.